Les liaisons dangereuses par Choderlos de Laclos, 1782. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. Jean-Jacques Rousseau, préface de la Nouvelle Héloïse. Première partie. Lettre première. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in fiocchi. In fiocchi. Je sais pas comment on dit ça. Ça veut dire en costume, bien habillé. In fiocchi. Je reprends. Maman m'a consulté sur tout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai ma harpe, mon dessin, et des livres, comme au couvent. Si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures, je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps, si j'avais quelque chose à te dire, mais on ne m'a encore parlé de rien, et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que, puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur. Je ne suis pas habillé, la main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit, c'est monsieur... Là, il y a juste marqué C avec 3 petites étoiles, on sait pas. Monsieur C. C'est monsieur... Et elle riait. Oh, je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'ai été bien honteuse. Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu et suis resté sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais ? Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. À mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais, comme a dit maman, toute effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous ? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. »
En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu. Il est près de 6 heures et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. PS. Je ne sais par qui envoyer ma lettre, ainsi j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août 1700. Pup, pup. On ne sait pas la date. 1700 quelque chose. Lettre 2. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous, que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire, et, trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés même depuis que vous n'en usez plus. Et, dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets, mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Je reprends. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros, vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volanges marie sa fille. C'est encore un secret, mais elle m'en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi comme gendre? Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore? Oh, l'esprit lourd. Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante? Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes? Mais je m'apaise et l'espoir de me venger rassérène mon âme. Vous avez été ennuyé 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ses ridicules préventions pour les éducations cloîtrées, et son préjugé, plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. Parenthèse, ça c'est un peu marrant, c'est-à-dire que à l'époque, beaucoup de gens pensent vraiment que la couleur des cheveux influe sur le comportement. Donc, en l'occurrence, Gercourt, il veut une femme blonde parce que les blondes, elles sont meilleures. Ce sont des meilleures personnes. C'est drôle. Je reprends. Vous connaissez ces ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que, malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été blonde ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour, ce n'est pas là ce qui m'embarrasse, mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité comme on ne l'est point, et nullement maniérée, mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité.
Ajoutez-y que je vous la recommande, vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à 8, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté et vous reviendrez à 10 souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu, il est midi passé, bientôt je ne m'occuperai plus de vous. Paris, ce 4 août 1700. Pup, pup, pup. Lettre 3. Cécile Volange à Sophie Carnet. Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner les hommes surtout, je me suis fort ennuyé. Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardé, et puis on se parlait à l'oreille, et je voyais bien qu'on parlait de moi. Cela me faisait rougir, je ne pouvais m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Ou bien c'est le rouge qu'elles se mettent qui empêche de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit bien être difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Ce qui m'inquiétait le plus était de ne pas savoir ce qu'on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant 2 ou 3 fois le mot de joli, mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche. Parenthèse, gauche, ça veut dire maladroit. Être gauche, c'est être maladroit. Je reprends. Je crois avoir entendu pourtant 2 ou 3 fois le mot de joli, mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche. Et il faut bien que cela soit vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère. Elle paraît même avoir pris tout de suite de l'amitié pour moi. C'est la seule personne qui m'ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle. J'ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûr qui parlait de moi, et qui disait à un autre « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C'est peut-être celui-là qui doit m'épouser. Mais alors, ce ne serait donc que dans 4 mois ? Je voudrais bien savoir ce qui en est. Voilà Joséphine, et elle me dit qu'elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Je crois que cette dame a raison. Après le souper, on s'est mis à jouer. Je me suis placé auprès de maman. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je me suis endormi presque tout de suite. Un grand éclat de rire m'a réveillé. Je ne sais si l'on riait de moi, mais je le crois. Maman m'a permis de me retirer et elle m'a fait grand plaisir. Figure-toi qu'il était 11 heures passées. Adieu, ma chère Sophie. Aime toujours bien ta Cécile. Je t'assure que le monde n'est pas aussi amusant que nous l'imaginions. Paris, ce 4 août 1700. Pup, pup. Lettre 4. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vos ordres sont charmants, votre façon de les donner est plus aimable encore. Vous feriez chérir le despotisme. Ce n'est pas la première fois, comme vous savez, que je regrette de ne plus être votre esclave. Et, tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m'honoriez de noms plus doux. Souvent même, je désire de les mériter de nouveau, et de finir par donner avec vous un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent. Conquérir est notre destin, il faut le suivre. Peut-être au bout de la carrière nous rencontrerons-nous encore. Car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, vous me suivez au moins d'un pas égal. Et depuis que, nous séparant pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d'amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur, et si ce Dieu-là nous jugeait sur nos œuvres,
Vous seriez un jour la patronne de quelque grande ville, tandis que votre ami serait au plus un saint de village. Ce langage vous étonne, n'est-il pas vrai? Mais depuis 8 jours, je n'en entends, je n'en parle pas d'autre. Et c'est pour m'y perfectionner que je me vois forcé de vous désobéir. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense, qu'un premier hommage ne manquera pas d'enivrer, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour? 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Oui, alors, parenthèse, le myrte, c'est une plante, hein, c'est une plante qui symbolise l'amour, qui est liée à Aphrodite, la déesse de l'amour. Donc, la phrase c'est « L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'il gagne à la fois énormément de gloire et énormément de plaisir dans le fait de séduire une femme, la femme en question. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d'un saint respect et vous direz avec enthousiasme « Voilà l'homme selon mon cœur ». Vous connaissez la présidente Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. On peut citer de mauvais vers quand ils sont d'un grand poète. Vous saurez donc que le président est en Bourgogne à la suite d'un grand procès. J'espère lui en faire perdre un plus important. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste whisk devait être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduit ici pour son bonheur et pour le mien. Insensé, je regrettais 24 heures que je sacrifiais à des égards d'usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris? Heureusement, il faut être 4 pour jouer au whisk. Alors, parenthèse, le whisk c'est un jeu de cartes. Je reprends. Heureusement, il faut être 4 pour jouer au whisk. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'ai consenti. Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment. Combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc depuis 4 jours livré à une passion forte. Vous savez, si je désire vivement, si je dévore les obstacles, mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée, j'y pense le jour et j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. Parenthèse, ça c'est pas mal comme phrase. Hein. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. Oh, délicieuse jouissance! Je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos.
Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal. Nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves. J'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m'amènent naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir mon pardon. Et j'y finis cette trop longue lettre. Adieu ma très belle amie. Sans rancune. Du château de le 5 août. Lettre 5. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Savez-vous, vicomte, que votre lettre est d'une insolence rare et qu'il ne tiendrait qu'à moi de m'en fâcher ? Mais elle m'a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête, et cela seul vous a sauvé de mon indignation. Amie généreuse et sensible, j'oublie mon injure pour ne m'occuper que de votre danger, et, quelque ennuyeux qu'il soit de raisonner, je cède au besoin que vous en avez dans ce moment. Vous, avoir la présidente Tourvel ? Mais quel ridicule caprice ! Je reconnais bien là votre mauvaise tête, qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers, si vous voulez, mais nulle expression, passablement faite, mais sans grâce, toujours mise à faire rire, avec ses paquets de fichus sur la gorge, et son corps qui remonte au menton. Parenthèse, le corps, c'est le corset. Et son corps qui remonte au menton. Je vous le dis en ami, il ne vous faudrait pas 2 femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Rappelez-vous donc ce jour où elle quêtait à Saint-Roch et où vous me remerciâtes tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois la voir encore, donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, prête à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de 4 aunes sur la tête de quelqu'un et rougissant à chaque révérence. Parenthèse, son panier de 4 aunes à la tête de quelqu'un. En fait, son panier, c'est l'armature de la robe. Et 4 aunes, c'est la longueur de la robe. Alors, ça nous fait une robe de, ma foi, de 1,5 m de diamètre. Prête à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de 4 aunes sur la tête de quelqu'un et rougissant à chaque révérence. Qui vous eût dit alors, vous désirerez cette femme ? Allons, vicomte. Rougissez vous-même et revenez à vous. Je vous promets le secret. Et puis, voyez donc les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre ? Un mari ? Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez ? Et même, combien peu de gloire dans le succès ? Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes ? J'entends celles de bonne foi. Réservées au sein même du plaisir, elles ne vous offrent que des demi-jouissances. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elles. Je reprends cette phrase. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elle. Je vous le prédis, dans la plus heureuse supposition, votre présidente croira avoir tout fait pour vous en vous traitant comme son mari, et, dans le tête-à-tête conjugal le plus tendre, on reste toujours 2. Ici, c'est bien pis encore. Votre prude est dévote, et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle, mais ne vous flattez pas de le détruire. Vainqueur de l'amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du diable. Et quand, tenant votre maîtresse dans vos bras, vous sentirez palpiter son cœur, ce sera de crainte et non d'amour.
Peut-être si vous eussiez connu cette femme plus tôt, en eussiez-vous pu faire quelque chose, mais cela a 22 ans, et il y en a près de 2 qu'elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s'est encroûtée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. Ce ne sera jamais qu'une espèce. Une espèce. C'est une insulte, ça. Tu es une espèce. Je reprends. C'est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m'obéir, que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tante, et que vous renoncez à l'aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelque avantage sur vous? Tenez, je vous en parle sans humeur, mais dans ce moment, je suis tenté de croire que vous ne méritez pas votre réputation. Je suis tenté surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m'accoutumerai jamais à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Sachez pourtant que la petite Volanges a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté pour elle. Et en effet, elle chante mieux qu'à une pensionnaire n'appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu'elle se mettrait volontiers à l'unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira rien. Parenthèse, faire l'amour ici, ça veut dire en fait parler d'amour, faire la cour, draguer. Donc, je reprends. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu'elle se mettrait volontiers à l'unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira rien. La petite personne de son côté est assez farouche, et à tout événement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n'auriez pu le rendre. Aussi j'ai de l'humeur, et sûrement je querellerai le chevalier à son arrivée. Je lui conseille d'être doux, car dans ce moment, il ne m'en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûr que si j'avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir. Et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait perfide. Et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est, après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme. Et il est moins pénible à mériter. Sérieusement, je vais m'occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes cause. Aussi je le mets sur votre conscience. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre présidente. Paris, ce 7 août 1700. Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'elle a su prendre. Et vous-même, vous que je nommais si souvent mon indulgente amie, vous cessez enfin de l'être, et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections? De quel trait vous osez peindre Madame de Tourvel? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace? À quelle autre femme qu'à vous n'eût-elle pas valu au moins une noirceur? De grâce, ne me mettez plus à d'aussi rudes épreuves, je ne répondrai pas de les soutenir. Au nom de l'amitié, attendez que j'ai eu cette femme si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Je reprends cette phrase. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Mais que dis-je? Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions? Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal? Je le crois bien. Toute parure lui nuit. Tout ce qui la cache la dépare. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge,
et mes regards furtifs mais pénétrants en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression? Et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur? Non, sans doute, elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié, et, quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l'amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve et franche. Comme, auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Il faut voir surtout, au moindre mot d'éloge ou de cajolerie, se peindre sur sa figure céleste ce touchant embarras d'une modestie qui n'est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là, vous la jugez froide et inanimée. Je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari, et pour aimer toujours un être toujours absent? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer? J'ai su pourtant m'en procurer une autre. J'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Et, quoique fort leste, elle est encore plus timide. Vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Parenthèse, le livre m'indique que sauter le fossé, c'est un calembour un peu graveleux, une référence un peu sexuelle, donc, que je comprends pas, mais je reprends. Et quoique fort leste, elle est encore plus timide, vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote. Mais, dès que je me fus emparé d'elle par une adroite gaucherie, nos bras s'enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien, et, dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L'aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m'apprit assez que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte. Ma tante, cependant, s'y trompa comme vous, et se mit à dire l'enfant a eu peur. Mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permit pas le mensonge, et elle répondit naïvement « Oh non, mais... » Ce seul mot m'a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle adore. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent. Ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croie à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie. Que ses fautes l'épouvantent sans pouvoir l'arrêter. Et qu'agitée de 1000 terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Qu'alors j'y consens, elle me dise « Je t'adore ». Elle seule entre toutes les femmes sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Soyons de bonne foi. Dans nos arrangements aussi froids que faciles, ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je, je croyais mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que des sens, je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure, car je n'ose rien donner au hasard. J'ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elle se donne. Et ce n'est pas une petite affaire. Je suis sûr que vous admireriez ma prudence. Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour.
Mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m'accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de... Ouh. Alors ça c'est dur à dire. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qu'il lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu'en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunés que j'ai perdus, elle parle d'avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d'un de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l'interrompre pour l'assurer qu'elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdu sans ressources. PS. À propos, ce pauvre chevalier s'est-il tué de désespoir? En vérité, vous êtes 100 fois plus mauvais sujet que moi, et vous m'humilieriez si j'avais de l'amour-propre. Point. Du château de... ce 9 août 1700...